Tu as le voyant moteur allumé, ta caisse ratatouille et n'avance plus. Tu as regardé les vidéos de Lunaris, Fabé, Gaillard le bricoleur. Tu t'es acheté une valise, mais à part savoir comment faire du déballage et régler le contraste de l'afficheur, t'as pas appris grand chose. Quels sont les paramètres importants à regarder? Comment contrôler le bon fonctionnement de tes sondes de lambda? Savoir interpréter les valeurs de correction d'injection de carburant, short term, long term fuel trim et les tensions générées par les sondes de lambda, c'est maintenant sur Jeep Garage. Allez, sans plus attendre, générique. Bon, premièrement, tu vas me sortir ce terme valise de ton vocabulaire. Tu trouves que ça ressemble à une valise? Ça, c'est un lecteur portable de code OBD ou un scanner OBD. Donc dans cette vidéo, on ne va pas parler des codes spécifiques aux airbags ou aux capteurs d'ABS. Ces codes-là, chez Jeep Garage, on s'en bat les steaks parce que ça n'a pas d'influence ni sur le fonctionnement de ton moteur, ni sur les performances. Dans cette vidéo, on va parler des capteurs qui peuvent perturber le fonctionnement de ton moteur et en affecter les performances, parce que c'est à l'aide de ces capteurs que ton calculateur va déterminer et corriger la quantité d'essence qu'il va injecter dans l'admission. Si le calculateur ne fait pas injecter la bonne quantité d'essence dans l'admission, ça ne marche pas, ou ça marche pas très bien, hein. La clé de tout ça, c'est le rapport entre la quantité d'air qui rentre dans le moteur et la quantité d'essence que le calculateur va injecter. Si le rapport n'est pas bon, ça marche pas bien. Donc on va commencer par une piqûre de rappel sur le sujet. Pour que ton moteur fonctionne correctement, ta gueule le coq, et que le calculateur injecte la bonne quantité d'essence dans l'admission, le calculateur il a besoin de connaître et de mesurer précisément la quantité d'air qui va rentrer dans le moteur, et ce, quelles que soient les conditions, en été, en hiver, moteur chaud, moteur froid, en altitude, au niveau de la mer, dans les bouchons ou debout sur la pédale d'accélérateur. Une fois que le calculateur il a collecté toutes ces données, il va regarder dans la cartographie, il voit la quantité d'essence qui correspond à ces conditions et il injecte cette quantité d'essence, et ce pour coller au rapport stoïchométrique de 14,7 pour 1, donc c'est le rapport stoïchométrique de l'essence, 14,7 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Donc à chaque fois qu'il y a 14,7 grammes d'air qui rentre dans ton moteur, le calculateur il fait injecter 1 gramme d'essence. C'est au mélange stoïchométrique que la combustion est la meilleure. C'est là où tous les hydrocarbures sont brûlés, c'est là où théoriquement tu consommes le moins. Quand c'est plus riche, bah, tu vas avoir des hydrocarbures non brûlés qui vont sortir par le pot d'échappement, et ça c'est pas bien, ça pollue. Et si tu tournes trop pauvre, bah, c'est pareil, tu vas avoir d'autres polluants comme les NOx, tout ça, etc. Donc pour déterminer la bonne quantité d'essence à injecter en fonction de la quantité d'air qui va rentrer dans l'admission, le calculateur il va utiliser tous ces capteurs. Donc pour mesurer la quantité d'air, le calculateur il va utiliser souvent un débitmètre ou un capteur de pression absolue. Donc le débitmètre c'est un MAF en anglais et capteur de pression absolue c'est un MAP. Ensuite il va regarder aussi le capteur de température d'air d'admission. Évidemment, il n'y a pas la même concentration de molécules d'oxygène dans de l'air à 40 degrés que dans de l'air à moins 20 degrés. Donc ça a une influence aussi sur la quantité d'essence qui est injectée. Plus c'est dense, plus il y a d'oxygène dedans, plus le calculateur va corriger en injectant un petit peu plus d'essence. Ensuite, pour déterminer la charge du moteur, il va regarder d'abord le signal issu du PMH, le signal issu du capteur de position de papillon, donc le TPS en anglais. Et pour savoir si le moteur est chaud ou froid, donc à savoir si tu viens de le démarrer ou si ça fait 2 heures que tu roules avec, le calculateur, il va regarder la sonde de température, le signal issu de la sonde de température du liquide de refroidissement. On n'injecte pas la même quantité d'essence dans un moteur qui est chaud que dans un moteur qui est froid. Donc voilà, ça s'appelle le starter automatique. Starter automatique, ça le fait tourner un petit peu plus riche. Maintenant que le calculateur il a collecté toutes ces données, il va regarder dans sa cartographie, il pioche
la bonne quantité d'essence à injecter et il envoie la quantité d'essence à injecter. Donc le calculateur, il arrive à contrôler la quantité d'essence qui est injectée en jouant sur le temps d'ouverture des injecteurs. Plus les injecteurs restent ouverts longtemps, plus il injecte d'essence, plus le temps d'ouverture est court, moins il injecte d'essence. Les injecteurs, ils ont toujours un débit qui est fixe. Voilà, je sais pas, à 40 PSI, ils donnent tant de centimètres cubes par minute. Donc voilà, ça c'est des données qui sont en principe fixes et qui évoluent pas trop dans le temps. Bon, maintenant que le calculateur il a déterminé la quantité d'essence qu'il doit injecter, admission, compression, allumage, boom, échappement. Et comment il fait le calculateur pour être sûr qu'il a injecté la bonne quantité d'essence? Comment il fait pour savoir s'il n'a pas été trompé soit par le débitmètre, soit par le capteur de pression absolue, ou alors par des injecteurs qui au bout de 150 000 km évidemment n'ont pas le même débit que quand ils sortent de la boîte? Comment il fait pour savoir qu'il a injecté la bonne quantité d'essence? Bon, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous le savez, le calculateur, il va utiliser le signal issu des sondes lambda. Donc il y a deux sondes lambda, il y en a une qui est située en sortie du collecteur d'échappement, et cette sonde lambda, elle va former une boucle de rétroaction qui va permettre au calculateur de corriger en temps réel la richesse du mélange en fonction de du nombre de molécules d'oxygène résiduel qu'il y a dans les gaz d'échappement. La quantité d'oxygène résiduel présente dans les gaz d'échappement, elle est en lien direct avec la richesse du mélange. Beaucoup de molécules résiduelles d'oxygène dans les gaz d'échappement, ça veut dire mélange pauvre. Peu de molécules d'oxygène résiduelles dans les gaz d'échappement, ça veut dire mélange riche. Évidemment, s'il y a beaucoup d'essence, s'il y a trop d'essence par rapport à la quantité d'oxygène, tout l'oxygène dans le mélange va être brûlé. En revanche, s'il n'y a pas assez d'essence, il va y avoir de l'oxygène en trop qui va rester après l'explosion, et cet oxygène, on va le retrouver dans les gaz d'échappement. Et c'est ça que mesurent les sondes lambda. Et elles vont délivrer un signal électrique qui est directement en relation avec la quantité de molécules d'oxygène résiduelles présentes dans les gaz d'échappement. Maintenant, je vais essayer de vous illustrer tout ça en live. Donc on va regarder en premier l'état du système. Donc boucle ouverte, boucle fermée. Boucle ouverte, c'est quand le calculateur ne prend pas en compte les tensions des sondes lambda. Donc c'est typiquement au démarrage, parce que les sondes lambda elles sont froides, donc elles ne fonctionnent pas correctement. Ensuite, quand tu roules normalement, elles sont en boucle fermée, et si quand tu mets pied au plancher, ça repasse de nouveau en boucle ouverte. Donc là on va voir le passage de boucle ouverte à boucle fermée au démarrage. Ensuite on va regarder les tensions des sondes lambda, donc avant le catalyseur, après le catalyseur, et ensuite les corrections de carburant, les fuel trim, long terme et short term fuel trim. Donc on va pas regarder ça sur mon scanner portable, on va regarder ça avec un ELM327 sur Wi-Fi, sur PC, donc avec ScanMaster qui est le logiciel qui est livré avec le LM327. Donc on va faire ça sur mon Jeep Grand Cherokee, donc c'est un modèle de 2002, 4,7 litres, atmosphérique, V8. Donc voilà, il n'y a rien de particulier sur cette voiture, c'est vraiment voilà, le plus simple pour vous montrer, vous expliquer le fonctionnement du système OBD. Allez, c'est parti. Donc on va brancher ce merdier. Clac. Donc j'ai branché le lecteur OBD et ensuite je vais faire un enregistrement de l'écran pour pouvoir vous montrer ce que je vois. Ok. Donc maintenant on va démarrer ScanMaster. Donc j'ai mis le contact, comme ça on va pouvoir voir déjà comment on se connecte. Hein. Déjà il faut que je me connecte en Wi-Fi. Donc je me suis déjà connecté dessus, donc voilà, il s'est connecté tout seul directement. Voilà, connexion, donc wireless LAN, faut mettre une adresse IP type 192.168.0.10 et port 35000. Ok, donc normalement je suis connecté. Donc il faut d'abord
regarder quelles sont les données qui sont voilà, je vais me connecter, quelles sont les données qui sont disponibles. Donc là il me propose de me connecter à l'ECU de la transmission ou du moteur, donc on va prendre celle du moteur évidemment. Voilà, a priori je suis connecté maintenant, donc ça c'est la grille des données. Bon, c'est en français, je connais pas trop en français. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'on a comme possibilité. Info du véhicule, donc grille de données dynamique. Donc voilà, on a l'état du système ici, système carburant. Bon, on n'a rien parce qu'évidemment le moteur est coupé. On a valeur de charge calculée, température du liquide de refroidissement, donc là elle est froide, on va le voir tout à l'heure quand je vais démarrer. Ajustement de carburation court terme banc 1, ajustement de carburation long terme banc 1. Pareil pour le banc 2, pression absolue du collecteur d'admission, donc ça c'est tout ça c'est des termes que vous retrouvez par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici on a vitesse du véhicule, avance à l'allumage, température d'admission, position du papillon d'admission, ça banc 1, sonde 1, je sais pas trop ce que c'est, tension de sortie. Bon voilà, bref, on n'a pas une tonne de paramètres. Donc nous on va principalement regarder donc tout ce qui est graphique ici. Je vais afficher les graphiques avec en premier les tension des sondes lambda, et ensuite on va regarder les fuel trim. Donc c'est un V8, donc je vais avoir un banc à gauche ici et un banc à droite de l'autre côté, donc voilà, j'aurai un banc à gauche ici et un banc à droite de ce côté là. Compteur de données dynamiques, ok, les PID, puissance, tout ça, actuateur, configuration. J'ai déjà configuré en fait les trucs dont j'avais besoin. Donc maintenant je vais démarrer la Jeep, et puis on va se balader un petit peu là-dedans. Donc grille de données dynamique, allez c'est parti, je vais mettre le contact. Donc là on voit bien qu'on a ici état du système à boucle ouverte, banc 1, banc 2, donc il y a deux systèmes de carburant, un pour le banc 1 et un pour le banc 2. Donc le banc 1 c'est ce qui correspond au côté du V8 où il y a le cylindre numéro 1. Température du liquide de refroidissement 33 degrés, bon il a refroidi quand même en quelques heures. Là on a les tours minutes, là ici on a pression absolue du collecteur, voilà en kilopascal ici. On a ajustement de carburation long terme, court terme qui sont à -7. On est toujours, et là on est passé en boucle fermée en fait, voilà. Donc là on va le laisser chauffer un petit peu. Donc ça c'est des données en live en fait, si tu accélères ici le régime moteur va augmenter. Donc bon, on va regarder les codes erreurs, mais j'ai pas de code erreur. Arrêter la lecture des données, oui. Lire. Donc aucun code erreur ni rien du tout. Donc ça, les données figer les données, en fait c'est une traduction de freeze frame, donc les freeze frames ce sont les données qui sont enregistrées au moment où tu as un code de défaut qui va apparaître. Donc si tu as un code, un P0171 qui apparaît, quand tu vas regarder les données freeze frame, c'est les données qui correspondent au moment où le code est apparu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Et donc en fait on va aller directement dans les données graphiques. Donc là ici en cliquant sur cette fenêtre on ouvre une autre fenêtre qui nous permet, donc un menu déroulant qui nous permet de choisir voilà, les différents paramètres. Donc là on va regarder les tensions des sondes lambda, donc banc 1 sonde 1 ici. Là on va mettre banc 2 banc 1 sonde 2, pardon, banc 1 sonde 2, voilà, on va lire, clac. Donc là on peut imaginer que banc 1
sonde 1 et banc 1, sonde 2. Donc ça, on peut imaginer que c'est un moteur 4 cylindres. Hein. Là ici j'ai que un côté du V8. Donc là on peut voir ici qu'on a une tension qui oscille entre 0,1 0,2 volts et 0,8 0,9 volts. Donc ça c'est ce que tu dois avoir. Donc cette oscillation elle est voulue par le calculateur, hein. Cette oscillation elle a deux rôles. Le premier rôle c'est d'optimiser le fonctionnement du catalyseur en le chargeant en oxygène pour qu'il se constitue une réserve d'oxygène. Et puis ça permet aussi au calculateur de vérifier et d'être sûr qu'il a la main sur le système. Il envoie une commande d'enrichissement. S'il ne voit pas la tension de la sonde lambda qui augmente, pour lui c'est un problème. Donc il envoie une commande d'enrichissement. S'il ne voit pas la sonde lambda qui réagit dans ce sens-là, c'est pas bon. Et de la même façon, s'il envoie une commande pauvre, s'il ne voit pas la sonde lambda donner une tension signal pauvre, bah c'est pareil, il n'est pas content. Donc ça c'est vraiment la tension de la sonde lambda numéro 1 avant le catalyseur. Ça c'est vraiment la photographie de ce que tout le monde doit avoir. Une tension qui oscille entre 0,1 0,2 volts et 0,8 0,9 volts. Donc le calculateur il va aussi prendre en compte la moyenne de cette tension pour déterminer la richesse du mélange. Donc là c'est vraiment cette sonde là qui va directement influer sur la richesse du mélange. Donc là si je me lève et si je mets un coup d'accélérateur, ici on devrait voir la tension de la sonde monter. Voilà, donc vous avez pu voir comment ça réagit. On peut voir aussi qu'il y a une influence sur la sonde après le catalyseur. Donc la tension est montée, ça veut dire que la quantité d'oxygène résiduel dans les gaz d'échappement a baissé. Voilà, ça veut dire que le calculateur il a envoyé un mélange riche, hein. Quand tu accélères, lui il envoie un mélange riche. Donc voilà, tout ça tu le retrouves ici sur les sondes lambda. Donc on va regarder pardon, ce qui se passe de l'autre côté. Donc il faut que j'arrête la lecture. Donc là on va regarder banc 2 sonde 1 et banc 2 sonde 2, lecture. Donc voilà, là c'est pareil, on se retrouve avec une belle oscillation, hein, entre 0,1 et 0,8 volts, et pareil en tension de la sonde après le catalyseur on est à 0,1 0,2 volts. Donc ça veut dire qu'on est plutôt assez riche en oxygène dans le catalyseur. Donc voilà. Alors autre chose, si là ici je vais jouer avec l'échelle, je vais essayer d'augmenter l'échelle pour voir s'il y a une. Donc ici je vais remonter la courbe un petit peu. Ici on peut voir qu'on a une légère oscillation, mais il faut voir l'échelle, hein, on est entre 0,1 et 0,2 volts, donc ça veut dire qu'on a une oscillation de 0,05 volts, 0,05 volts, un truc comme ça, donc elle est très faible. Si la sonde numéro 2, donc celle qui est après le catalyseur, présente une oscillation aussi importante que la sonde avant le catalyseur, ça veut dire que le catalyseur est mort. Et quand là si je refais un coup sur la pédale d'accélérateur, on va voir qu'il y a un décalage entre les deux courbes. C'est à cause de la réserve d'oxygène qu'il y a dans le catalyseur. Donc je vais arrêter ça, on va rajouter d'autres courbes. 1, 2, 3, 4. Et donc là on va regarder les ajustements de carburation, donc les fuel trim à court terme et à long terme. Donc là ici on est banc 1, donc je vais mettre ajustement de carburation à court terme, ajustement de carburation à long terme, banc 1, et pareil de l'autre côté.
ajustement de carburation court terme, banc 2, et ajustement de carburation à court terme, long terme, pardon, banc 2. Lire. Alors là, il va falloir que je corrige l'échelle. Donc là, ici, vous pouvez voir les valeurs. Hein. Là, on est à -3. Là, on est à -2. Mais je vais corriger l'échelle pour qu'on puisse voir les variations. Est-ce que c'est l'échelle que j'ai corrigée? Non, c'est pas l'échelle. Donc là, au niveau des ajustements de carburation à court terme, donc les short term fuel trim, je suis à 0%. Hein, voilà, c'est normal. C'est la valeur que je dois avoir, enfin 0, 0,8, 0,1%. Donc en fait, ce qui fait l'oscillation de la sonde en amont, donc la sonde numéro 1, elle est commandée par les ajustements de carburation à court terme. Je vais essayer de corriger l'échelle. Je n'arrive pas à le faire correctement. Voilà. Donc là ici il y a je sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir l'échelle comme elle devrait. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ensuite, donc ça, les ajustements de carburation à court terme, bon, ils doivent toujours varier entre 0 et quelques pourcents, 0,1, 0,02%. Ensuite, maintenant, on va regarder les ajustements à long terme. Alors, là, j'ai un problème d'échelle. Je comprends pas. Je vais faire pause et je vais essayer de corriger si je peux mon défaut d'échelle. Bon, je vais faire lire de nouveau. Donc bon, bref, j'arrive pas à corriger l'échelle de façon à pouvoir vous montrer les variations au niveau. Je vais essayer de voir si je peux pas l'ajustement de carburation. Ah, j'ai que ça. Hein. J'ai que ça. Ah, voilà. A priori, ça devrait être meilleur maintenant. Voilà. Donc je vais faire pareil ici. Comme ça, on devrait pouvoir tout voir. Voilà. Voilà, donc là maintenant on se retrouve avec tout à l'écran. Donc là je récapitule hein, pour ceux qui ont lâché le morceau déjà. Donc là ici on a les ajustements de carburant à court terme, hein, là vous voyez le cercle. Et donc ça c'est une tension qui est, enfin c'est un pourcentage qui est demandé par le calculateur, et c'est cette variation de quelques pourcents ici qui fait varier la tension de la sonde lambda. Donc ça, quand il va dans le plus, c'est une commande d'enrichissement, et donc une commande d'ici d'enrichissement, bah, ça correspond à moins de molécules résiduelles d'oxygène dans les gaz d'échappement, donc ça correspond à un pic vers le bas. Bon voilà, c'est pas forcément parfaitement synchronisé ici à l'écran, mais dans la réalité ça l'est avec un léger décalage. Donc ajustement à court terme, ajustement à court terme, j'ai fait une connerie, j'ai les deux mêmes ici, ajustement à long terme, voilà. On va y arriver. Ok. On va prendre le chou celui-là.
côté. Justement, à long terme, bon, voilà, donc les ajustements à long terme, donc c'est ce qui correspond à la mémoire auto-adaptative du calculateur. Donc c'est ces valeurs qui vont être gardées en mémoire pour que voilà, au précédent redémarrage, il n'ait pas de nouveau à refaire toutes ces corrections. Directement, il applique un pourcentage de correction, donc qui chez moi est de moins 3,1%. Et d'un côté, donc sur le banc 1, et de plus 1,6% sur le banc 2. Donc c'est pour ça les V8 c'est pratique, hein. Tu as une situation qui est symétrique, donc quand tu as un côté qui déconne et pas l'autre, bah, tu sais que c'est un élément qui est pas commun aux deux bancs, comme par exemple l'air ou l'allumage ou des trucs comme ça, enfin bref, voilà. Donc j'ai une différence de voilà, négative de ce côté-là et positive de ce côté-là. Donc on peut imaginer que voilà, j'ai un certain nombre d'injecteurs du côté du banc 1 qui ont tendance à délivrer un petit peu plus de carburant et donc il en enlève, hein, c'est un pourcentage, c'est moins 3,1%, et de l'autre côté bah, c'est plutôt le contraire. Si j'ai un injecteur qui donne un petit peu moins, bah, voilà, le calculateur il va compenser ici en appliquant une correction positive. Donc là je vais mettre quelques coups d'accélérateur et puis garder le régime moteur à 2-3 000 tours, et puis comme ça vous allez voir comment ça réagit. Donc là ici, voilà, c'est caractéristique, hein. On peut voir que voilà, quand tu mets un coup de gaz, et ben la tension des sondes lambda devient proche de 0. Et là ici on voit que les ajustements de correction à long terme, bah, ils vont dans le positif, hein. En fait ils réagissent aussi, et comment dire, c'est le calculateur qui envoie des commandes d'enrichissement de mélange. Et par contre on peut voir que les corrections de carburant à court terme, elles en fait varient assez peu. Donc bon, je sais que ce Grand Cherokee il a une cartographie ou une calibration un peu spéciale, et qu'il n'a pas forcément les réactions attendues avec le système OBD, dans le sens que en fait là j'ai des corrections de carburant qui sont pour une caisse qui a 17 ou qui a 17 ans, qui sont plutôt bonnes, hein. J'ai voilà, plus 2, moins 3 d'un côté. Ça me fait une variation de 5% d'un banc par rapport à l'autre. Mais là, je roule à 90, 100% E85. Donc même à l'E85, j'ai toujours des corrections de carburation à long terme qui sont identiques à celles d'un véhicule à essence qui roule à l'essence. Quand je le fais rouler à l'essence, ici, je suis pratiquement à moins 20 tout le temps, et j'arrive extrêmement rarement à 0. Pour arriver à des corrections de carburant à court terme, long terme, à 0, il faut vraiment que je me mette debout sur la pédale d'accélérateur et que j'accélère comme un porc. Donc même là, quand je fais des enregistrements en dynamique en roulant à l'E85, j'ai des corrections de carburant qui sont à 0. Donc bon, bref, voilà, j'ai arrêté de me prendre la tête là-dessus parce qu'il marche très bien à l'essence, il marche très bien à l'E85. Donc voilà, on va regarder s'il y a d'autres choses intéressantes, mais
pas tellement. Donc là on peut voir que maintenant la température du liquide de refroidissement est à 95 degrés, hein, voilà, ça c'est des informations que vous pouvez trouver chez Lunaris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, on n'a pas grand chose d'autre d'intéressant. Là ici on a les qu'est-ce que c'est? 4%, système carburant 1, ah ouais non, ça c'est valeur de calcul de charge. Ok. Bon bah voilà, on va arrêter l'enregistrement ici. Donc ouais, l'avantage aussi de ce système là, c'est que voilà, une fois que tu as enregistré tes courbes, quand tu appuies sur arrêt, tu peux les enregistrer et tu peux te les repasser après. Donc je vais marquer test 2, test 2, et après tu peux te les repasser, en live. Donc voilà. Bon voilà, on va arrêter l'enregistrement ici. Voilà, donc dans cette vidéo vous avez pu voir l'état du système, donc quand il passe de boucle ouverte à boucle fermée. Donc dès que les sondes de lambda sont à température, hop, le calculateur il prend en compte ces tensions pour corriger le mélange. Ensuite vous avez pu voir les tensions qui sont générées par les sondes lambda. Donc je le répète, hein, la sonde lambda numéro 1, donc celle qui est avant le 4, elle doit générer une tension sinusoïdale de fréquence voilà, plus ou moins 1 Hz. Ensuite on a vu la tension délivrée par la sonde qui est après le catalyseur, qui elle ne doit pas avoir d'oscillation, au moins pas comme celle qui est en amont de 4. Évidemment sa tension varie aussi, mais de façon beaucoup plus linéaire. Le catalyseur il fait une réserve d'oxygène, donc voilà, c'est pour ça que c'est lisse derrière. Et ensuite vous avez pu voir les fuel trim, les corrections de carburation à court terme et à long terme, hein, donc short term fuel trim, long term fuel trim, qui sont en relation directe avec les variations de la tension délivrée par la sonde lambda en amont du 4. Donc voilà, j'ai pas pu vous montrer là-dessus sur mon petit Foxwell parce qu'évidemment c'est pas pratique, mais voilà, ce petit Foxwell là qui est un NT301, bah, c'est pareil, tu peux avoir les courbes des tensions des sondes lambda et les fuel trim. Bah, évidemment tu peux pas avoir 8 courbes en même temps là-dessus sur un petit écran comme ça, mais bon voilà, ça c'est bien pratique, tu l'as dans le coffre, tu as une couille, tu le branches et tu peux voilà, tout de suite diagnostiquer si tu as un problème de sonde lambda ou autre. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur les fuel trim ou sur les sondes lambda, n'hésitez pas à me les poser dans la description. Allez, salut, à plus.